Je vais parler des sciences et techniques en Afrique. Le plan de mon exposé est le suivant. Je parlerai donc de l'Afrique antique dans un premier temps. Donc, l'Afrique antique, je partage avec vous donc, cette citation. La science est une bénédiction pour qui la saisit et une malédiction pour qui la fuit. Mais on ne doit jamais être orgueilleux de son propre savoir, puisqu'il n'y a pas de limite dans la science et que personne ne peut arriver à la perfection. Écouter est la plus belle chose qui existe. Tahotep, visible de Djedkare qui est un pharaon, moins de 2400, Égypte antique. Vous avez la première femme médecin et physicienne de l'histoire de l'humanité, c'est Pesséchet, 2360-2320 avant notre ère. Donc, comme ils faisaient la médecine, ils ont inscrit sur le papyrus d'Ebers, en 1500-1600 avant notre ère, les différentes étapes pour qu'un médecin ausculte son patient. Dans un premier temps, vous avez posé des questions au patient par étapes calmement. 2. Faire une enquête d'entourage. 3. Trouver l'origine directe et indirecte de la souffrance. 4. Chercher l'existence d'antécédents familiaux. 5. En cas de rechute, vérifier si le traitement est convenablement pris. Préparer un plan de soins à court et moyen terme. Je ne sais pas ce que les médecins font aujourd'hui, mais voilà un peu la proposition de ce qu'ils nous faisaient, en fait, de ce qu'ils nous présentent. Donc voilà, vous avez sur une table de pierre quelques outils qu'utilisaient les médecins. Vous pouvez voir ici, donc comme une cuillère doseur, hein, là, 2 cuillères doseur. Et donc juste à côté ici, c'est comme une paire de ciseaux. Voilà. Ils connaissaient ces choses-là dans le temps. Donc il y a l'invention du calendrier, hein, année de 365 jours à moins 4200. Voilà. Avec les saisons, donc les saisons qui sont les saisons Ahet, Peret, Shemu. Et ces saisons sont déclinées en mois, donc chaque saison comportait 4 mois. Et pour chaque, ils savaient également que le jour durait 12 heures, que la nuit aussi durait 12 heures, et leur mois durait 30 jours. Mais ils n'avaient pas des périodes de semaine, ils avaient plus ce qu'on appelle des décades. Donc ça se classait par dizaines de jours. Vous avez la débé, qu'on appelle la clepsydre. Donc une invention de Amenemhat, qui date de l'époque de Amenophis III, qui est un pharaon, 1408-1372 avant notre ère, dont les parois intérieures de l'objet sont divisées en graduations identiques qui indiquent les 12 mois de l'année, les 12 heures du jour et de la nuit, etc. Il y a l'invention du zéro en 2700 avant Jésus-Christ, comme le disait Cheikh Anta Diop, en civilisation ou barbarie, dès le 3e millénaire, les Égyptiens avaient déjà inventé la numération décimale et découvert ou pressenti le zéro, comme en témoignent les espacements laissés là où l'on en mettrait aujourd'hui. Donc vous avez le travail du professeur Gardiner, dont je ne connais pas la nationalité. Donc Gardiner qui a établi, qui a fait le dictionnaire, en fait, un très bon dictionnaire entre l'Égypte ancienne, entre la langue kamite et le français ou l'anglais. Et vous avez le symbole du zéro ici, et ça se lit Nefer, c'est-à-dire la perfection ou la beauté. Hein? C'est ce qui fait que d'ailleurs je pense qu'on représente le zéro comme un cercle. Vous avez ici le symbole du zéro qui est utilisé sur le papyrus Boulak 18 de l'époque, donc 2700 avant les chrétiens, et c'est un document de comptabilité tel que c'est présenté ici. Donc vous avez le premier document de comptabilité de l'histoire de l'humanité qui est là, traduit donc par des chercheurs anglais ou allemands. Et si je prends, vous voyez ici, c'est les accounts revenus, et là vous avez des débits. Donc là, il y a, on va dire, pertes et profits ou passifs ou actifs. Et là, vous avez sur cette première colonne la somme des éléments ici. Sur cette première colonne donne 1980, le total. Et sur la même colonne, vous avez la somme des éléments qui donne 1780. La différence donne 200. Si vous venez ici par rapport à l'utilisation du zéro, vous avez donc 1 ici, il n'y a rien, donc le total fait 1. Ici 1, il n'y a rien, le total fait 1. 1 moins 1, ça donne 0, etc. Voilà. Vous avez un des professeurs de Pythagore, donc il s'appelle Nefer, c'est-à-dire l'être parfait, 550 avant l'ère chrétienne, dont le nom grec est Eunoufis. Donc il était enseignant au grand temple d'Iounu, ce qu'on appelle Héliopolis. Et donc il avait eu Pythagore comme enseignant. Bon. Pythagore a fait un séjour de 22 ans en Égypte, où il a été formé auprès des prêtres égyptiens. Je passe maintenant à l'Afrique contemporaine, et je vous partage donc cette citation.
Cette citation qui est donnée par un chef de village Dogon du Mali. Donc les Dogons sont un peuple du Mali qui vivent dans les zones de Bandiagara. Ils font de l'astronomie, ils observent le ciel. Et donc vous avez ceci, il n'existe pas de maître absolu. On est toujours élève et maître à la fois. Car le maître apprend aux autres, mais lui-même apprend des autres. Donc je vais démarrer cette époque contemporaine par Cheikh Anta Diop, qui est professeur sénégalais, Université de Dakar. 2 thèses, thèse en physique nucléaire, thèse en littérature, docteur ès lettres. Donc Cheikh Anta Diop a fait un cursus scientifique et littéraire, il a écrit un livre très intéressant qui s'appelle Nation, nègre et culture, entre autres. Donc il a démontré au colloque du Caire, à la veille de la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique, devant 22 spécialistes du monde en 1974, que les anciens Égyptiens étaient des Noirs, et il l'a fait avec le professeur Théophile Obenga. Donc le rapport a été fait, le rapport existe, il est ici par les professeurs Sonoron de l'égyptologie moderne et tout ça, de l'école de Paris. Vous avez aussi Cheikh Modibo Diarra, donc, qui est navigateur interplanétaire. Il a travaillé à la NASA, il est du Mali. Il a été chef de projet de la mission Mars Pathfinder. Donc pour des raisons d'optimisation du coût de la mission, la NASA a choisi Cheikh Modibo Diarra pour mener la mission Mars Pathfinder, comme il le raconte dans son livre. Et puis, donc, la phase la plus critique, dit-il, parce que son rôle aussi, c'était de programmer, c'était de faire les algorithmes d'allumage et d'extinction des moteurs pour diriger la sonde vers la planète Mars. Et donc, une fois qu'ils font les algorithmes, au bout de 6 mois de voyage de la sonde vers la planète en question, vers la planète de destination, ce qu'ils font, c'est qu'ils reviennent en laboratoire et c'est à ce moment-là qu'ils dialoguent à nouveau avec la sonde. Donc ils dialoguent, ils lui redonnent les informations, ils corrigent la trajectoire et ils laissent la sonde naviguer dans l'espace. Et lui donc il a réalisé, et un de ses amis l'a dit que tu es le plus grand des navigateurs que je n'ai jamais vu.